Eh bien, bonjour à tous dans notre rendez-vous Les Voix du Digital. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet central dans le monde numérique qui est celui des contenus, parce que le monde numérique n'existerait pas sans contenu. Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir Marc-Philippe Dubreuil de Bonjour. Scoopyton. Bonjour. Alors du coup, est-ce que tu peux te présenter déjà et nous dire voilà, qui tu es, ton rôle, Scoopyton? Je vais être très simple. Scoopyton, au départ, est une agence éditoriale. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une agence éditoriale? C'est les gens qui font du contenu, c'est-à-dire qui écrivent, qui font des photos, qui font du texte, et qui a ouvert un peu son spectre en produisant finalement des médias Hmm. pour les entreprises et pour les marques, à haute valeur ajoutée et surtout très contributif. D'accord. Parce que alors, tu dis marque. Alors, moi, je vois éditeur de marque. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire, éditeur de marque, dans le monde justement des médias et de ce que tu fais? Tout simplement, il y a deux aspects. Le premier, c'est que les marques sont devenues des médias. Elles Mhm. ont à leur disposition des outils, un site internet, des pages de réseaux sociaux, Comme on peut le faire là, d'ailleurs. du papier, comme on peut faire là, Mhm. et que donc elles ont l'obligation de se mettre dans cette posture de médias. Et donc, elles ont besoin d'éditeurs, tout simplement. Mhm. Qu'est-ce qu'un éditeur? C'est quelqu'un qui gère l'ensemble de la communication, si on peut imprimer ça aussi, mais je dirais de l'émission, la réception et la vie de messages et de dialogue avec l'écosystème de la marque. Et du coup, alors, qu'est-ce que tu vois comme tendance, justement, sur le contenu actuellement, à travers cette logique de médias? Qu'est-ce que tu vois comme tendance lourde? Alors, la première tendance qui s'estompe un peu, c'est que autant on était il y a encore 3 4 ans nous on faisait beaucoup de convictions sur l'intérêt d'avoir un contenu qui tienne la route en quelque sorte. Maintenant, bon, l'ensemble des acteurs ont pris la mesure du Tu veux dire que contenu. l'évangélisation sur l'action du contenu, Elle est c'est faite. derrière nous. Elle est, D'accord. elle est- elle est derrière nous. Donc maintenant, on est véritablement dans la production, dans la réalisation. Et là, il y a énormément de chantiers Hmm. qui s'ouvrent, qui sont des chantiers autour d'outils qui permettent, et notamment ce que vous faites, permettent donc justement d'émettre du contenu. Il y a d'énormes chantiers sur l'engagement autour de la marque et donc comment on fidélise, comment on construit une relation. Hmm. Et puis il y a des chantiers qui sont des chantiers tout simplement de formation, Hmm. puisque on se rend compte que les managers, mais aussi l'ensemble des collaborateurs, doivent consacrer maintenant de plus en plus de leur temps à la communication. C'est ça. Euh, Et en et, plus, en Europe et en France en particulier, c'est pas notre culture. et en plus, c'est pas notre Ah, c'est pas culture, notre puisque culture. c'est une culture d'exposition, C'est une ça, d'ailleurs. culture de mise en avant, qui n'est pas vraiment Alors que les Américains avec apprennent nous. ça à l'école. Quasiment, Hein, ils sont tout petits à la quasiment, maternelle, on les met sur scène et ils deviennent des grands communicants. tout à fait, Ouais, tout c'est à fait. clair. Et justement, vu qu'on parle justement de l'école, etc., et des jeunes, est-ce que toi tu vois une influence des médias grand public? Tu vois, on n'arrête pas de nous parler de Snapchat, euh, dans les pratiques justement professionnelles. Alors, oui et non. C'est-à-dire que il faut absolument que les directeurs de la communication, les directeurs marketing, les directions générales Hmm. prennent la conscience, enfin prennent conscience, pardon, de ces supports qui existent et que donc et qu'ils sont utilisés. Et donc il y a la nécessité d'être présent Et de connaître déjà. et de connaître. C'est exactement une mutation qui est en train de faire la presse et les médias qui était jusqu'à présent très monoproduit. Mhm. On faisait un journal papier, on avait un journal télévisé sur la télévision, sur une chaîne. Maintenant, on est aussi présent sur des réseaux sociaux, on est aussi présent en replay ou en Hmm. production comme ça. Donc il y a ce premier élément qui est très très important, c'est la prise de conscience d'outils, de supports qui vont porter la communication et le média. Le second, c'est qu'il y a aussi toute une partie, et ce que nous apprend justement Snapchat, ce que nous apprend Facebook avec Messenger aussi, c'est qu'il y a toute une partie qu'on appelle le dark social, qui est toute un flot d'échanges et de communication qui échappe en quelque sorte aux médias
médias, aux applications Le dark institutionnelles. social, c'est pas le dark web, c'est pas là où on trouve... Pas du tout. Non, Le dark c'est... social, c'est l'échange qui est l'échange privé. C'est-à-dire que Oui. le majeur du dark social, c'est le mail. Et le mail sert beaucoup pour transformer et transporter des informations. On a tous, à la réception d'une newsletter ou d'un mail qui nous semble intéressant, copier l'URL ou faire un transfert à quelqu'un d'autre. Et ça, tu le vois aussi arriver du coup dans les réseaux sociaux d'entreprise, parce que finalement, c'est la suite logique dans les entreprises de ça. Voilà, tout à fait. Et c'est pour ça que le mail n'est pas forcément adapté à la communication dans l'entreprise, parce qu'il manque de souplesse là-dessus. Ce qu'il faut pouvoir donner aux entreprises, c'est la possibilité justement de faire circuler l'information. Je parlais tout à l'heure de construire cette information, qui est très importante. Il faut que maintenant les collaborateurs soient capables, mais aussi il y a cette notion de circulation. Alors justement, tu vois, nous on voit beaucoup de directeurs de la com qui galèrent avec leur Yammer et leur SharePoint. Est-ce que toi tu vois cette problématique-là? Tu parles du mail qui n'est pas un bon format. Comment tu vois ça? Bah, oui, tout à fait, puisque de toute façon, ce qui est très simple, SharePoint, c'est avant tout un webmail, et donc il vient de là, et il n'a pas été construit comme des applications qui, elles, ont pris en compte cette nécessité de circulation d'informations. Quand on regarde comment fonctionne un Messenger, par exemple, sur Facebook ou autre, ou sur un Snapchat ou autre, on voit que ça n'a pas été construit autour de j'ai besoin de produire un contenu, et après, advienne ce qui pourra pour pouvoir le diffuser, mais c'est la diffusion elle-même, c'est le média lui-même qui est mis en avant. Et ça, c'est très important. Nous, on voit beaucoup, on est souvent interrogé sur des intranets, par exemple, en disant, oui, mais personne n'y va. Le fameux collaboratif, mais personne ne collabore. Ben oui. Et voilà, il suffit de montrer comme c'est compliqué de collaborer, que c'est compliqué de construire un contenu, d'avoir un contenu attractif, de le faire circuler. Voilà, c'est pas l'outil en lui-même, mais c'est qu'il y a toute une animation derrière. Qu'il faut mettre autour. Tout à fait. Justement, d'ailleurs, on représente un peu les deux phases du digital. Moi, la partie plutôt logicielle, et puis toi, c'est sur les contenus. Qu'est-ce qui a fait que justement, toi, tu as eu cette trajectoire vers les contenus? Parce que c'est inscrit dans mon ADN quelque part. Dans tes gènes? Dans mes gènes. Je viens de l'univers des médias. Je suis un gros lecteur de presse depuis que je suis étudiant, et donc j'ai fait un début de carrière dans la presse, et c'est quelque chose qui me passionne. C'est-à-dire que c'est comment on fait vivre une information, et surtout comment on la partage, et comment cette information peut bouger, etc. Et mon associé, qui est un journaliste, lui aussi, a ça aussi. Ça au cœur. Mais alors du coup, j'avais vu un contenu que vous aviez produit justement par Scopitone, les chatbots, humaniser les contenus. Alors les chatbots, on est d'accord, on est autour de l'intelligence artificielle. Mais alors du coup, vous préparez au grand chômage pour les producteurs de contenu, vous voulez mettre tous les journalistes au chômage, comment tu vois ça? Pas du tout. Il y aura toujours besoin. C'est exactement le même. On a une proximité avec la presse et les médias. C'est exactement le même débat qui existe. Il y a une information de base et une information à valeur ajoutée. Cette information de base, qui peut être dans l'univers, je sais pas moi, du e-commerce ou du tourisme, la description d'un hôtel, qui peut être dans l'univers de la presse, un bulletin météo. Oui. Cette information n'a pas forcément de valeur ajoutée. Elle vit par elle-même et par son contenu factuel qui est à l'intérieur. Et là, on ne pourra pas lutter à terme contre l'intelligence artificielle qui, ne serait-ce pour des raisons de coût, permettra d'avoir cette information. Mais on aura toujours besoin, et là moi j'en ai cette conviction, d'avoir une information éditée en quelque sorte, vivante, qui sait à qui elle s'adresse et qui adapte son vocabulaire, qui adapte sa forme. Au-delà... On a l'exemple par exemple dans les présidentielles, là, l'intégralité des résultats ont été générés, on va dire canton par canton, par une machine. C'est d'ailleurs un de mes amis, Claude Deloupi, avec Société Syllabs, qui fait ça, d'ailleurs, qui est vraiment magnifique.
ça n'enlève pas que les éditorialistes ont passé des heures à commenter les résultats, la vague macroniste, et que ça n'allait pas se faire avec l'IA. L'IA a donné, par contre, écrivait 10 lignes sur chacune des circonscriptions. Tout à fait. Ouais, c'est ça, c'est effectivement là, on le voit bien. Et est-ce que ça a mis des journalistes au chômage finalement? Non, c'est une nouvelle forme de journalisme. On l'aperçoit aussi, on le voit dans l'entreprise. Il y a un certain nombre d'informations qui sont extrêmement factuelles. Les résultats de l'entreprise, le tableau de bord mensuel que partage le comité de direction, etc. Et puis à côté, il y a le commentaire de ce résultat. Du coup, s'il y avait un conseil à donner pour un DIRCOM aujourd'hui, tout simplement qu'il se comporte comme un directeur un rédacteur en chef, un directeur d'entertainment. C'est ça. Il faut qu'il anime. Il n'est plus dans la construction d'une information, d'une communication et délivrer. Il est à faire émerger l'ensemble. J'ai une anecdote à ce sujet qui est... nous avons travaillé l'année dernière avec Generali sur l'organisation de leur direction commerciale, où ils ont à leur disposition une quarantaine de supports qui vont de l'écran dans l'accueil à un journal qui paraît, etc. On est parti de là. Et en travaillant peu à peu, et notamment avec les ressources humaines, on s'est rendu compte que le manager, les collaborateurs, et c'était eux qu'il fallait qu'ils communiquent. Et que donc la direction de la communication ne devait plus être un organe de production, mais un organe de formation et d'accompagnement. C'est-à-dire qu'un nouveau produit qui sort, c'est au responsable marketing qui l'a imaginé à le présenter et à le faire vivre. Alors on va l'aider parce que c'est pas son métier. On va faire ce qu'on fait par exemple aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va l'interviewer, on va le mettre en situation, mais c'est lui qui va le faire. Donc voilà, les directions de la communication, ils doivent se rapprocher aussi des SI ou de ceux qui portent les outils qui vont le permettre au sein de l'entreprise.